Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Comment ça va les amis ? Ah ben ça va. J'aime bien prendre des cours comme ça. Je voyais que vous étiez concentrés sur vos papiers, donc je vais vous prendre un petit peu de cours. On va commencer. C'est pas dans le script ça. Bah non, attends, Ah, tu veux que je lise tout ? Tu peux le faire. On a ça pendant 1 heure pour les TFC. La composition de cette FDM, la 394e. Alors Vincent, ça c'est moi. Bah, déjà faire dans l'ordre de la feuille parce qu'il n'y a pas de raison. C'est Clément. J'ai envie de commencer par Clément qui est peut-être le personnage central de cette émission. Il y a une chronique prêtée, une chronique arbitre et une chronique Mohamed Eni, puisque tu as pété une télé après. C'est tout à fait. Je suis rentré chez moi et j'ai tout détruit. Et sachant que j'étais déjà pauvre, je n'ai pas rangé mes affaires. Et les paris sportifs, ça marche pas ? Non, pas du tout. Ok, bon, tant pis. Un pour qui ni les paris sportifs fonctionnent, ni son club de cœur, c'est Ben. Comment ça va, malgré tout ? Bah écoute, on n'a pas perdu ce week-end, donc ça c'est cool, puisqu'on a perdu lundi soir. C'est vrai. Et non, écoute, ça va très bien. Et très hâte de débriefer ce match et hâte de parler de gagner du temps à la 60e. Elle est technique, celle-là. En parlant de technique, l'homme que vous ne voyez pas, mais que vous entendrez toute la soirée ou la journée, si vous écoutez un replay, c'est notre ami Fred. Comment ça va, Fred ? Très bien, merci. Tu es un petit peu bas, remonte-toi un petit peu. Là, c'est bon. Un peu plus haut. Non, pas Tu le es encore siège. trop bas, on dirait le MHSC au classement. Oh, Vas-y au taquet là. Ah ouais, Plaisir. Ah ouais. Bon, écoute, gueule, voilà, parle fort. Et là, Je crois que c'est le gain. Et est-ce que ça serait du gain de temps comme à 60e minute ? Merci. Bon, sinon je peux vous dire, bon ça va plutôt bien. Mais écoute, notre imitateur officiel qui va co-animer l'émission, qui a animé avec brio l'émission de vendredi avec Non, c'était Rémi, c'était pas Brio. et à côté il y a Brioche. C'est Nathan. Comment ça va, Nathan ? Ça va très bien. Écoute, on compense cette défaite par de l'humour, donc voilà, on va bien rigoler ce soir, mais on va surtout débriefer ce match contre Lille. et là, ça va là ? Oui, t'es parfait, Fred. Quel La homme. belle voix de la radio, elle est là. Merci Clément, qui prouve encore une fois sa polyvalence. Décidément, je suis pas dégourdi, quoi. Le programme de l'émission, donc il y aura le retour sur les résultats de l'académie et des féminines. On aura le coach Antoine Gérard. Comme je l'ai spoilé, vous aurez un Joël Desprété exceptionnel puisqu'on a des scoops. Je pense que vous avez vu ça sur les réseaux forcément. Le retour sur Lille TFC avec 25 minutes sur l'arbitrage, de ce que j'ai compris. Moi, je vais être honnête, je n'avais pas vu le match, donc je vous fais confiance sur ça. Mais je sens que y en a Non, gros. pas nécessairement. Vous grossissez le trait, messieurs. Vous me caricaturez. Pour une Ça fois, va je pas serai du tout. contre Clément, ça va faire bizarre. Hein. Et côte à côte en plus. Ouais. On verra si t'as du courage ou pas. Voilà, On va Ça, essayer c'est de- le propos. On va essayer de bien arbitrer ça du coup. Mieux que Frappard ? Ah non, c'est pas. Bref, Ça glisse, ça glisse. ça glisse. Je rappelle que le coup de tête peut partir très vite. Allez, on va glisser vers les absents cheveux, qu'on ça va fait saluer. On a Sacha, Rémi, Camille, Oxens, Mathilde, Mehdi, Arthur, Nadia. Et je crois que j'ai oublié personne. Sinon, je m'en excuse. Tu cites Oxens, mais. Il est vivant ? Toujours affilié ? Oui, il a D'accord. payé sa cotisation. Oh, on en discutera plus tard. Si On vous emploie voyez. aussi fictif que Pénélope Fillon à l'époque. Voilà. Oh, joli. Écoute, on a eu des hashtags pour rechercher à l'époque à Moulich qui jouait pas. Bon, on a le même pour chercher Oxens. Si vous voyez Oxens, surtout n'intervenez pas seul. Voilà, vous pouvez réagir aussi en live sur les vidéos, donc sur Radio Occitania. Vous pouvez appeler au 0561 80 40 40. Vous pouvez réagir en commentaire sur le Facebook Live de Radio Occitania, sur live Twitch, sur live YouTube et sur le live X ou Twitter. On vous rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vendredi, à partir de cette semaine, nous aurons qu'une émission par semaine en radio. C'est-à-dire que la seule qui sera sur Radio Occitania, c'est celle du mardi. Le vendredi, ça ne change pas. Il y aura toujours une émission, mais ça sera en streaming. Il y aura toujours les replays si jamais vous n'êtes pas là à 20h, 21h pour suivre en direct. Mais vous pourrez bien sûr nous suivre sur toutes nos plateformes, donc Facebook, Twitch, YouTube et X. Voilà. Pour l'horaire, on n'est pas encore 100% sûr, mais ça sera forcément le soir. Sauf s'il y a Montpellier qui joue le vendredi, Ben, non, c'est bon. Bientôt, mais pas de suite. Là, c'est Ok. samedi 14h en même temps que le super tournoi FSGT. Ouh, tu fais de la pub. Bon, allez. Venez nombreux. Exactement. C'est parti pour la 294e émission. Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, et la pression est maximale parce que je n'ai pas l'habitude d'ouvrir l'émission comme ça, donc on va essayer de faire honneur à nos faisans. On va commencer immédiatement par donc nos prêtés en Ligue 2, nos petits jeunes, nos bébés faisans, j'ai pas le terme, il doit exister mais je ne l'ai pas.
Et on commence avec Eddy Zuliani qui a fait son retour dans le groupe avec Pau. Il n'était pas titulaire, mais il est rentré en jeu, je vais te dire ça, à la 67e lors de la défaite 3-0 de Pau contre le Red Star. Donc il n'était pas dans le groupe lors des 2 derniers matchs avant ça, donc c'est bien de le voir de retour, même s'il avait commencé la saison, les 2 premiers matchs titulaires. Puis il est sorti du groupe, puis là il revient remplaçant, donc je ne sais pas si c'est une question de blessure ou de choix de l'entraîneur, mais en tout cas ça fait plaisir de le voir de retour dans cette équipe. On va enchaîner immédiatement avec un autre de nos prêtés en Ligue 2 qui est Mathis Saka, qui a fait ses premiers pas avec Rodez. Et à chaque fois que je vois Rodez AF, j'ai envie de dire Rodez as fuck, mais je sais que c'est pas ça que ça veut dire. C'est Aveyron Football. C'est soit Rodez as fuck, soit RAF, rien à foutre. Ça me fait rire à chaque fois. Il est donc rentré en jeu très tôt dans le match puisqu'il a remplacé un blessé dès la 31e minute et il a joué donc 60 minutes, j'ai failli pas réussir à faire le calcul, pour une note de 7 et un petit carton jaune, donc c'est bien, c'est encourageant pour lui, les premières minutes de la saison pour lui. On continue tout de suite avec Ilyes Araj qui lui aussi a disputé ses toutes premières minutes sous les couleurs de Laval, j'ai failli dire Guignon. Je sais pas pourquoi. Les forgerons, ok. Il est rentré à la 87e, il a joué donc 9 petites minutes, c'est quasi autant que Vossa ce week-end, mais on y reviendra. Donc pareil pour lui, c'est toute première minute sous le maillot de Laval, on espère le voir le plus possible jouer et être bon. En revanche, un qui ne joue pas, ou en tout cas qui ne joue plus, c'est Mathis Niflor. Là pour le coup, il était même pas dans le groupe lors du match de Dunkerque. Alors pareil, est-ce que c'est une blessure ou est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas vu d'infos, mais ça fait peur. Hein. Parce qu'il y a un autre gardien sur le banc. Je pense qu'il va falloir rentrer, mon petit. Ouais, il avait fait les 2 premiers matchs titulaires, puis les 2 suivants sur le banc, et là il est même pas sur le banc, donc à voir comment va évoluer la suite de sa saison. Et Clément, je me permets de te couper, le bébé faisan, c'est le faisan d'eau. Oui. Oh, merci. Et il y en a Pichou qui nous l'a dit aussi, un commentaire, Pichou qui renouvelle pour un 25e mois son abonnement sur Twitch. Félicitations. Oui, allez-y. On va traverser la Manche pour aller prendre des nouvelles d'Ibrahim Sissoko, notre faisan d'eau sans tête préféré. Alors lui, c'est du côté de Bolton en D3. D3. Ouais, D3. J'ai toujours le doute. Lui, pareil, il est jamais titulaire maintenant. Il avait fait un match, je crois, titulaire en arrivant et depuis, c'est systématiquement en sortie de banc. Là, il est rentré à la 81e. Et de ce que je peux voir, il n'a pas fait grand-chose. Pour un mec qui devrait être titulaire en Ligue 1, je suis choqué à chaque fois. Il a créé une occasion, 3 dribbles, 2 réussis, donc ça a dû peut-être dire dans les tribunes attention crack. Mais on en a qui l'ont fait avant, ils ont eu des problèmes, donc on prévient nos amis boltonais que peut-être ça se passera pas très bien. Juste un commentaire de Pichou qui est intéressant. Dis ce que tu veux Clément, personne ne va vérifier. Ne restreins pas surtout. Qu'un seul. Ibrahim Sissoko a marqué 6 buts et été titulaire avec Bolton. Il revient en force. On casse son prêt immédiatement. Et du coup, on va terminer avec notre, je pense, préféré à tous. Oui. Je parle bien sûr de Saïd Amoulic pour qui j'ai créé un petit générique. Contemplez sa puissance. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même je suis surpuissant. Purée. Ça c'est. Donc je vais peut-être continuer à le pimper, mais j'aimerais bien continuer à l'utiliser cette saison pour introduire à chaque fois le passage sur Saïd Amoulic. On rappelle, prêté en D1 grec au NPS Volos. Et alors là, il y a de la news, et pas qu'un peu, puisque Saïd Amoulic a marqué. Et Saïd Amoulic a fait également une passe décisive. Wow. C'est absolument incroyable. On peine à y croire, on se pince, on regarde les replays sur YouTube plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y a pas. On va les vérifier quand même. Hein, parce que... il a marqué donc le 2e but de son équipe lors de la victoire 2-1 de Volos face à Panetolikos. Et il a aussi été l'auteur donc de la passe décisive sur le premier but, même si je l'ai vu. Ça compte comme une passe décisive, mais dans les faits, il essaie de reprendre un ballon en taclant et ça part sur un collègue à lui et ça marque. T'es allé voir ça quand même? Ouais, je suis allé voir ça. J'ai passé j'ai passé 20 minutes parce que ces résumés sont introuvables, mais j'ai fini par le trouver. C'est là qu'on voit que c'est un peuple qui a souffert la Grèce. Ah les résumés en 144p, on parle pas, mon gars. Et donc il a fini par marquer sur un superbe tacle glissé dont j'ai isolé les commentaires. Ça reste pas, ça glisse.
Rashica. Bonjour. Pas mal, non? C'est français. C'est français. C'est en tout cas prêté par un club français. Donc de rien, messieurs les Grecs. Voilà, on assiste peut-être à la renaissance de Saïd, l'énième renaissance. Je sais que j'ai déjà teasé 2-3 fois dans cette chronique, mais on n'est pas à l'abri d'un miracle et peut-être qu'il nous fera pourquoi pas une bonne saison en D1 grec, c'est peut-être son niveau. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait? On le rappelle de suite, on attend un peu. Ah ben là, faut le vendre, je pense. C'est le meilleur moment pour le vendre. Il y a moyen de tirer un petit chèque. Opana qui a vendu leur attaquant, là, paf, 5 millions et let's go. Donc il est pour l'instant à 2 buts et une passe D depuis le début de la saison, après un premier but en Coupe de Grèce contre Giannina. Donc à suivre comment ça va évoluer, mais en tout cas il est titulaire à quasi tous les matchs. Et il se met même à marquer des buts, donc c'est absolument incroyable. Je suis choc-barre. Là, c'est là qu'on voit aussi la différence de hype, parce que quand on voit sur les réseaux les gens qui suivent les anciens joueurs du TEF ou les prêtés, ou dès qu'il y a un but on voit une alerte ou quoi, alors là à Moulich, il y a moins de monde qui se bouscule pour faire des edits, des highlights. Il y avait eu des posts sur son tout premier but de la saison, là j'en avais vu passer un ou deux, et là pour le coup j'ai rien vu. Après je suis pas sur Twitter, donc peut-être qu'il y a eu Mais justement, créer un compte X. un compte X les faisant. Les faisant, voilà, exactement. Pourquoi pas, c'est une idée à creuser, mais en tout cas on va surveiller la suite de sa saison. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, même si je le répète, son but est dégueulasse et j'ai regardé ses stats, elles sont dégueulasses également. Oui, mais il marque. Des bonnes stats d'attaquant de R3, hein, avec plus de ballons perdus qu'autre chose, et très très peu de passes réussies, genre 2 sur 7, un truc comme ça. Mais bon, en Grèce apparemment ça suffit, donc voilà. Peut-être que Mehdi peut avoir une carrière du coup en Grèce en tant que bon joueur de R3, donc on sait jamais. Il a 3 passes précises sur 7, 43%, Ben aussi. 18 ballons touchés. Voilà, c'est pas dingue, mais il a mis son petit but. Donc. Ben, il peut avoir une carrière de yaourt grec, mais ça n'a aucun rapport. Jamais. Allez, merci beaucoup Clément. On va pouvoir passer aux résultats de nos équipes de cette semaine. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, Magnifique l'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça si c'est pas beau. C'est bon ça, Ça voilà. célèbre, c'est beau. Voilà, pendant que Fredo appelle le coach Antoine Gérard, on va faire le point sur les scores de nos équipes ce week-end. Il y avait du monde sur les terrains, mon cher Nathan. Tout à fait, donc la N3 a gagné, donc la réserve s'est imposée 2-0 face à Pau, avec des buts de Bouijda et Bakouche. La réserve occupe la 4e place avec 6 points et se déplacera sur la pelouse de Honnay-le-Château samedi à 18h. Juste Terratum, pardon, c'était la semaine d'avant, hein, c'était un rappel des scores, c'était la semaine d'avant, ce week-end la N3 était de repos. Mais effectivement, ça sera le week-end prochain contre Honnay, prochain match. Les 19 ont perdu à Saint-Etienne 1-0, se retrouve 6e. L'occasion de se rattraper ce dimanche avec la réception de Balma pour le petit derby. Un derby de plus. Et pour terminer, Les encore 10. un derby. Voilà, 17, un autre derby en même temps quand tu joues en national ou en régional face à des équipes, il y a des derbys tous les week-ends. Victoire, il n'y a plus de club corse, c'est dommage là. Ghisonacci, ça me manque un peu. Et puis il y avait Dilotte. Il y avait Dilotte aussi. Victoire, je vais regarder ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Victoire 2-1 donc des 17 face à l'UGS Toulouse grâce à des réalisations de Lamotte et Mabota Mundonda. TFC occupe la 5e place avec 7 points et se déplacera à Marmande ce samedi à 15h. Des résultats, on va dire, mitigés pour nos équipes. Et on va passer aux féminines. On devrait avoir le coach dans quelques instants. Les féminines qui ont débuté cette nouvelle compétition qui est la Coupe de la Ligue féminine. Coupe un peu complexe, on va pas se mentir, puisqu'il y a des 5 groupes de 4. Les premiers de chaque groupe sortent, plus les équipes de Arkema Première Ligue qui, je crois, qui en fait 4 premières, plus je crois les qualifiés... 4 ou 5 premières, je sais plus. C'est la Coupe de la Ligue anglaise. Avec voilà, en gros, du coup, tu as 5 équipes qui sortent. Et ensuite, tu es rejoint par je sais pas combien pour faire des 8e, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça garantit quand même 3 matchs de base à toutes les équipes. Ouais, c'est bien. Voilà. Et si vous avez compris, c'est que vous êtes prêts à suivre les compétitions de rugby qui sont aussi peu compréhensibles en général. Ligue des Nations. Aussi. Mais c'est un peu ce style-là. Bon, en tout cas, le TFC a compensé son premier match contre Rodez et s'est imposé 1-0 en déplacement. Et on a justement Antoine Gérard avec nous. Bonsoir Antoine, comment ça va ? Bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde. Tout va bien. Salut coach. On commence cette coupe, comme on disait, par une victoire 1-0 à Rodez. Comment tu analyses cette performance ? C'était un peu poussif, mais je vais essayer d'analyser nos 3 dernières saisons, parce qu'elles se passent toujours de la même manière, les démarrages, avec une défaite d'entrée.
c'était en Détroit à Clermont l'année dernière contre Thonon et cette année au Mans. Derrière, ça crée un petit trouble. Et puis pour regagner confiance, il y a des matchs moyens. Puis avant, on l'espère, une bonne dynamique comme les 2 dernières saisons. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour le coup. Victoire 1-0, but de Tatiana Solané. Ça a été, est-ce que Rodez a rendu le match compliqué aussi? Non, pas forcément Rodez. La qualité du terrain, oui. C'était un petit peu particulier. On jouait sur le stade de Vabre qui je pense, tient bien, mais il doit avoir beaucoup trop de matchs ou d'entraînement dessus sur la semaine. Donc là, il commençait à accuser un peu le coup. Puis au fur et à mesure du match, il se dégradait de plus en plus. Donc techniquement, c'était pas simple. Avec la confiance qu'on accumule actuellement, forcément, c'est encore moins simple. Mais voilà, les filles s'en sont plutôt bien sorties. Et surtout, c'est un élément très important qu'on avait envie de corriger parce qu'on a pris énormément de buts sur la prépa et 3 au Mans en première journée. On n'en a pas pris là. On a montré beaucoup de solidité. Et ça, c'est vraiment le point positif de ce match. Pour revenir sur le format du coup de cette Coupe de la Ligue, est-ce qu'on sent quand même l'effet match de coupe ou finalement pas tant que ça? Pas tant que ça, tant qu'on rencontre une équipe de notre niveau, oui, de compétition. Je pense que ça nous marquera sans doute un petit peu plus quand on accueillera Marseille puis Montpellier. Mais là, pour le coup, j'avais l'impression que c'était dans la continuité du match du Mans. Puis comme il y avait une nécessité pour nous de gagner de la confiance en ne prenant pas de but et en gagnant le match, voilà, j'avais plutôt l'impression que c'était une deuxième journée de championnat qu'un match de coupe. Il a fait quand même du bien à les têtes ce match, cette victoire, comme tu disais, après une défaite inaugurale. Je vous dirai ça samedi soir, mais c'était l'idée en tout cas, de renouer avec la victoire et de prendre compte de la confiance avant d'accueillir Auxerre samedi. Donc oui, tu disais Auxerre samedi, tu peux nous présenter cet adversaire qui vient de monter pour le coup? Oui, j'ai l'impression que c'est nous l'année dernière. C'est un club qui a été ambitieux sur le recrutement, qui présente le même budget que nous on présentait l'été dernier, qui a l'air d'avoir une vraie envie de se structurer à la fois sur la formation et puis de professionnaliser aussi son équipe Fagnon. Elles ont démarré le championnat à la Baie des Champs. On sent une vraie dynamique du club vers ses féminines. Donc ouais, ça me fait penser un petit peu à nous il y a 1 an. C'est une équipe qu'on doit prendre énormément au sérieux, qui a gagné son premier match contre Guingamp et qui va nous proposer, je pense, beaucoup de qualité sur le match de samedi. Et justement, est-ce que c'est pas plus dur de préparer un match contre une équipe qu'on connaît pas forcément, vu que j'imagine que c'est plus difficile de suivre aussi un Détroit? Finalement, vous avez pu vous baser que sur les recrutements et sur le premier match de championnat? Ouais, on a eu les images du premier match de championnat et celui de coupe du coup. Oui. Donc ça nous suffit pour nous donner une tendance un petit peu déjà de la qualité intrinsèque de l'effectif et puis des idées, des principes de jeu partagés un peu par le coach. Donc voilà, on a travaillé là-dessus et j'espère que ça portera ses fruits samedi. Samedi, du coup, ça a été annoncé sur les réseaux, ça a été la nouveauté de la saison, c'est que les entrées vont être payantes, c'est bien ça? Oui, on va faire payer l'entrée pour le grand public. Après, il y a des aménagements qui sont prévus, puisqu'il y a la gratuité pour les moins de 12 ans. On a des entrées qui sont payantes sur l'annexe 1 pour tout le monde. Par contre, sur les matchs au stadium, les gens qui avaient pris le pass, Todd Jones, qui vont être, eux vont avoir l'entrée gratuite sur les 3 matchs qu'on fera au stadium. D'accord. Donc voilà, c'est globalement, alors c'est un peu la même chose et le même principe sur l'ensemble des clubs de seconde ligue. C'est 5 € l'entrée. Il y a en gros, ça revient à 40 €. 40 € l'année sur les 8 matchs au stadium et puis 5 € de plus si on veut venir les 8 matchs sur l'annexe 1. Et puis les 3 matchs qu'on vient voir au stadium sont payants ou non en fonction de si on a pris le pass pour le club. Donc voilà, on démarre avec cette formule sur la saison 25-26 et puis on verra ce que ça donne. L'entrée, c'est toujours par le même endroit ou il y a une billetterie qui est aménagée par le côté visiteur? Non, je pense qu'on la mettra en place au même endroit, sauf si on doit faire des aménagements, mais
pour l'instant, on ne prévoit pas de bouleversement sur l'accès à l'annexe cette saison. Tu parlais justement de ces matchs qu'il va y avoir au Stadium. Il y a 3 dates qui ont été communiquées. C'est une belle satisfaction de pouvoir revenir sur la pelouse du Stadium, j'imagine. L'idée, c'est quoi? C'est de remplir un peu plus que la saison dernière, ou c'est surtout s'imprégner des lieux et profiter de l'ambiance présente? Alors déjà, les 3 matchs sont annoncés. Ils sont toujours sous réserve de validation, parce que il y a des contraintes liées à la météo, à l'entretien du terrain et surtout les 2 clubs qui l'utilisent dans l'année, que ce soit nous en tant que club résident et le Stade Toulousain. Voilà, on met quand même des parenthèses, même si ces dates-là ont été évoquées avec le club et la mairie, mais on attendra de s'assurer qu'à chaque fois la manifestation est possible. Du coup, en démarrant cette phrase-là, j'ai oublié ta question réelle. Mais c'était que c'est un plaisir de retrouver le Stadium, mais est-ce qu'il y a un objectif de faire plus de bandes? Oui, excuse-moi. Mais écoute, je sais pas te dire si je pense que si on veut faire plus de monde, il faut qu'on gagne des matchs. C'est-à-dire qu'il faut générer l'envie chez le public de suivre l'aventure de l'équipe cette année. Donc, si on veut emmener les gens avec nous, il faut que jusqu'au match de Guingamp, et on a 2 matchs à jouer, et il vaut mieux qu'on arrive à générer une dynamique positive, et puis que quand on reviendra en 2026 dedans, si on y revient, la saison ait pu être bien poursuivie, et pour que les gens se prennent au jeu de suivre l'équipe. Écoute, c'est tout le bien qu'on peut te souhaiter, qu'on peut souhaiter à l'équipe. Pour terminer, pour être complet sur les autres équipes, on a la réserve qui a fait 3 partout contre Rodez, justement, les U19 qui ont perdu 4-1 à Marseille. Est-ce que tu peux nous faire un petit mot sur ces 2 performances? L'équipe réserve jouait en continuité de notre match de coupe de la Ligue, parce que ça arrivait 1h30 après le coup de sifflet final. C'est à chaque fois des matchs très accrochés contre la réserve de Rodez, avec des équipes de qualité qui présentent des joueuses en post-formation qui sont entre la seconde ligue et les U19. Donc c'est des matchs qu'on perdait un peu les dernières années. La réserve de Rodez nous était un peu passée devant, en tout cas en championnat, parce qu'on a gagné la finale de Coupe Occitanie. Mais voilà, ça a été un beau match, un match ouvert. Ça a été l'opportunité pour des joueuses, et notamment pour Chloé Marty, de retrouver la compétition avant de nous retrouver contre Auxerre. Donc voilà, ça a été un bon match à jouer. Et puis pour les 19, c'est une lourde défaite à Marseille, une défaite qui reste pour nous, c'est pas, je dis jamais anecdotique, parce qu'on peut pas banaliser le fait de perdre. On a envie d'emmener les joueuses sur la volonté de gagner tous les matchs, mais on a une jeune équipe avec une majorité de U16 et de U17. On va leur laisser le temps d'évoluer et de grandir au travers de ces matchs-là, et puis on espère que la phase retour sera un peu plus, on va dire, positive en termes d'émotions vécues par rapport aux résultats. Merci beaucoup Antoine pour le décryptage. Rendez-vous tout le monde samedi soir sur les annexes pour encourager les féminines contre Auxerre, et on se dit mardi prochain pour débriefer le plus de victoires possible. Merci à tous et bonne fin d'émission. Merci, bonne soirée. Allez, on va passer maintenant au débrief d'une défaite. Malheureusement, c'est la défaite 2-1 du TFC contre Lille. Un grand merci pour toutes les personnes qui étaient présentes dimanche au Danube pour suivre ce match contre Lille. Et rebelote, on se donne rendez-vous dimanche face à Auxerre, même lieu, mais pas même heure. C'est 17h15 si je dis pas de bêtises, Auxerre. Donc voilà, merci pour ceux qui ont participé, pour les quiz, pour les animations. J'ai vu les photos, ça avait l'air sympa. J'étais pas là encore une fois, mais vous avez eu l'air d'avoir passé un bon moment. Petite excuse pour ceux qui nous ont suivis en live sur les plateformes. Le son a été immonde, je cite Camille, et on avait conscience, mais on ne pouvait pas faire mieux. Ça sera rétabli au prochain live, promis. Question, mon cher Ben, est-ce que vous aurez le classement, le podium des pronos de la feuille de match Ouais, donc comme quoi la preuve de moins tu suis le TEF, plus tu es leader, parce que c'est Elliot avec 6 points, suivi par nos 2 compères Vincent et Clément qui eux suivent le TFC jour le jour. Voilà, c'était juste pour se faire saucer un petit peu en direct avec Clément. J'ai hâte de savoir si tu me lanceras quand tu seras moins bien classé.
Non, clairement pas. je suis pas fou. Hein. Moi, j'en profite parce que je risque de dégringoler après au classement, donc je prends la gloire maintenant. Et le classement MPP, non, il n'y a pas de. Non, allez. Du coup, là, c'est une défaite 2-1 du TFC à Lille, but de Franck Magri côté toulousain. La composition en avait reste Nicolaisen, Cresswell, Mackenzie, Metali, Sidibé est rentré à la 88e. Abou Vossa est rentré à la 72e et il est ressorti, il me semble. Caceres, Donum, Beau, Hidalgo, Messali qui est rentré 55e et qui est ressorti pour Kamandi 72e. Et enfin, Magri en pointe pour Sauer qui est rentré en toute fin de match. Mon cher Nathan. Tu me donnes les commandes. On va partir sur l'analyse de ce match. Première question, moi j'ai envie de me tourner vers toi, Ben. D'un côté, voilà, toi tu as une prise de recul et un côté peut-être un peu plus objectif que nous. Ouais. Tout simplement, on est tous d'accord pour dire que c'est une défaite cruelle, mais est-ce que c'est une défaite logique pour toi ? Alors, en avant-match, ouais. Sur les 60 premières minutes, non. Je trouve que le nul était au final quand même mérité. Après, tu ouvres le score sur quand même un coup du sort avec une sacrée tête de Cresswell sur la barre qui est renvoyée sur Magri. Là, tu sens qu'il va falloir subir. Tu as de l'autre occasion de Magri, mais bon, voilà, c'est compliqué. Lille pousse beaucoup. Lille se fait rentrer Igaman aussi pour attaquer. Donc, tu te dis que Lille va au moins égaliser. Je pense que, comme le match de Lyon plus tard dimanche, le carton rouge est quand même un gros tournant du match. Parce que je pense que si tu restes à 11 contre 11, potentiellement tu peux gagner ce match-là parce que t'es quand même très solide, mis à part le faux but hors jeu là où Igaman fait n'importe quoi. T'es pas non plus ultra mis en danger et c'est sûr que ce carton rouge crée un déséquilibre. Donc ouais, après Lille ne vole pas au moins le match nul. Après la victoire, c'est un peu dur. Je suis parti un peu trop vite en besogne, j'ai oublié les points. Oui, c'est ce que je me suis dit, j'ai pas osé. Mais... Non, mais après d'un côté de commencer déjà avec toi qui a ce côté un peu plus peut-être la prise de recul que nous. Donc on va se tourner vers vous, chroniqueurs. Bon, sauf toi, Vincent. Si, moi j'ai un point. Tu as un petit point ? Je peux commencer si tu veux. Vas-y. Est-ce que ma question, c'est une question générale. Est-ce que cette défaite affecte notre course à l'Europe ou pas ? Non. Voilà. C'est non ? Oui, on va partir sur ce sujet maintenant d'ailleurs, on va développer. Il est trop tôt pour faire. Clément, toi tes points. Bien joué Fred. C'était mon point, voilà. Clément, tes points. Pardon, il m'a perdu, Fredo. Ah oui. Mes points, c'était, on a montré quand même un visage relativement intéressant pendant 80 minutes, puis on s'est effondré. Donc ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas verrouillé pour sauver un point en fin de match ? Et je trouve que la gestion des changements aussi par Carles pose un petit peu question sur ce match. Je me demande si les changements ne nous mettent pas un peu dedans. Et après, bon, c'est pas que sur ce match, mais de manière générale, j'aurais aimé parler un peu de l'arbitrage en Ligue 1, parce qu'on a encore vécu un week-end compliqué. Je te réserve un petit temps, on pourra en parler après, ne t'inquiète pas. Je suis chaud de réagir à ça aussi. Non, j'aurai juste le point de Clément. Ta gueule, Ben. On est là pour débattre, bien sûr qu'on pourra... On pourra aller contre ce que nous dit notre cher Clément. Et toi, Fred ? Moi, c'est très simple. C'était un plan presque parfait, mais avec des failles et des faits de jeu aussi, quand même. On en reparlera. Donc, ce qui ressort des... Comment ? Mes points, non ? Ah oui, je t'ai décidément. Non, toi, t'as donné ton avis déjà, c'est bon. Oui, c'est ça. Vas-y, si ça te fait plaisir. Donc, ce que j'ai dit avant, Lille méritait de revenir sur ce match, mais tu les as pu les regarder les yeux dans les yeux. Je pense qu'il faut sortir l'analyse du match et regarder les 4 premières journées et se dire que jouer 3 quarts sur tes 3 matchs, 3 Européens, avoir 6 points, merci ami parieur, je pense que pas grand monde l'aurait parié. Et le gain de temps à la 60e m'a fortement gonflé et ça me gave encore plus. Du coup, Ben, défaite cruelle, mais défaite logique ? Je plaisante. Alors, donc jusqu'au rouge de... Tu as les points des autres chroniqueurs, peut-être, Vincent. Exactement, les absents ont toujours tort, mais ont le droit de faire leurs points. Camille nous dit une défaite qui fait mal vu la physionomie du match, mais une défaite logique. Abou Francis, je veux revoir, je l'ai beaucoup aimé. Sacha nous dit on est en avance sur l'an dernier, on perd mais toujours en étant embêtant pour l'équipe en face et surtout on sent une nouvelle âme dans ce groupe. Donc ce qui ressort des points quand même, c'est le plan quasi parfait, donc mené par CMN. Donc j'ai quelques petites stats. Donc 70% de possession lilloise, jusqu'à 86% dans le premier quart d'heure aussi, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais par contre, on a été meilleur pour intercepter les ballons et dans les duels aussi, on en a gagné quand même beaucoup plus.
Et en fin de match, en fait, on se retrouve avec quasiment le même nombre d'occasions franches. Donc je parle vraiment d'occasion de but. C'est quand même assez équilibré. À la fin du match, avant d'arriver au but, je pense, ça que tu veux dire. Oui, avant d'arriver. Ah oui, d'accord. Oui, à 90e, à 90e, avant le à penalty. 90e, tu as quand même quasiment le même nombre d'occasions franches que Lille. Donc, ma question, c'est, et d'ailleurs je vais me tourner vers Fred puisque c'était son point, est-ce que c'était la formule presque parfaite qu'on a trouvée face à un adversaire de ce calibre? La preuve que oui, jusqu'à la 90e, puisque tu mènes au score 0-1 avec une tactique maintenant bien définie, habituelle de Carles quand il joue à l'extérieur, voire même à la maison, contre certaines équipes. Donc tu attends, tu es solide, tu arrives à la mi-temps à 0-0, ce qui est, je pense, c'était le plan prévu. Et tu as quelques phases de transition à gérer et sur des phases de transition qui peuvent te procurer des occasions. Tu as une occasion, tu la mets, une occasion opportuniste, mais tu la mets. Mais après, le problème, c'est qu'en face, tu as une équipe qui sort pas de nulle part, qui a un bon effectif, qui a un bon banc. Et tu subis, comme tu as subi en fait, je crois que tu as donné une stat, je crois que c'était quoi? C'était la possession 70% à la fin de possession pour lui. Mais il y a eu des moments de 80-20%, donc c'était vraiment très 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 difficile. Mais au final, en fait, on concède pas tant d'occasions que ça. Si tu te remets dans le contexte, tu es à Lille, tu es à l'extérieur. Deux arrêts de reste, c'est ça? Ouais, deux arrêts vraiment qui rend joli d'ailleurs. Oui, c'est la frappe de Giroud sur le contre-pied où il le prend. Tu arrives quand même à être relativement serein. Alors, c'est entre guillemets, mais tu arrives quand même à ressortir quelques ballons proprement, à te procurer quelques situations. Et après, tu cèdes un peu sur la fin. Je dirais il y a beaucoup d'équipes en fait en Ligue 1 qui pratiquent comme ça. Tu mènes au score et tu recules presque instinctivement parce que tu manques de maîtrise et tu maîtrises pas tout en fait. Tu maîtrises pas ton banc, tu maîtrises pas encore ta forme physique, tu maîtrises pas ta technique. Tu maîtrises pas ton sujet quoi en fait. Et après je pense qu'on l'abordera. Puis des faits de jeu viennent se rajouter. Je pense que Ben on abordera ton point sur les remplacements, mais pour moi les remplacements en fait Carles il les subit puisqu'en fait il y a des faits de jeu qui viennent contrarier ces changements quoi. Quand tu fais rentrer Vossa, il sait pas que il sait pas que 5-6 minutes plus tard il prendra un rouge direct. S'il fait sortir Francis, c'est que c'est son premier match, donc il a joué 1 heure, il peut pas lui en demander plus non plus. On aura un moment où on va développer justement sur le coaching de Carles. Vincent, toi, tu voulais réagir? Les failles sont là, quoi. C'est un manque de maîtrise et tu l'as senti venir, quoi, qu'en fait que ça venait progressivement, que tu allais céder. Il y a eu quelques alertes, voilà, il y a eu un premier péno pas sifflé, il y a eu des occasions, il y a eu des tu sentais que c'était un peu inéluctable, quoi. Moi, j'ai une question pour ceux qui suivent vraiment la Ligue 1, même si on est au bout de 4 journées, c'est un petit peu prendre du recul, remettre dans le contexte. Lille, c'est quoi comme niveau? Vraiment Top 5. Ah ouais. Lille, ou juste derrière t'enlèves Paris. Est-ce que c'est cette équipe-là? C'est pas 2-3, c'est d'accord. En dessous. Donc on va dire t'as un petit wagon avec Marseille, Lyon, Monaco. Non, Lyon non. Ça va jouer le bloc à mon avis 4-5-6. Ouais, 4-5-6 complètement. Donc c'est quand même très haut. C'est aussi pour resituer. C'est plus haut que Nice déjà. Par exemple, qui Nice on y va faire top 10. Mais c'est moins bon que Paris. Mais non, Lille, c'est fait, tu le vois. Qualité technique, je sais pas si vous vous souvenez, mais le contrôle de Benjamin André, là, où le ballon il est à 400 mètres de hauteur, ça colle le pied. Enfin, il y a une qualité technique à Lille que t'as pas du tout dans les autres équipes de Ligue 1, pas autant du moins. Ok, c'est bien de mettre en relief pour voir aussi la performance qu'on vient de faire aussi. Même si c'est de la frustration et tout, tu ressors quand même d'avoir gêné 88 minutes. Pas grand monde mènera à Pierre Mauroy à la 88e minute, je pense qu'il faut se le dire aussi. D'ailleurs, on parlait de nos difficultés défensives en préparation et on a l'impression que sur ce match, on a quand même retrouvé une stabilité, une équipe qui panique pas.
Donc on avait 2 lignes donc défensives, je pense à l'axe défensif avec les pistons qui sont quand même revenus, plus Abou Francis et Cáceres qui ont été plutôt complémentaires. Et on voit qu'on est une équipe difficile à manier. Moi, j'avais envie de rebondir sur le point de Sacha, qui souligne le fait que, selon lui, on est en avance par rapport à l'an dernier. Est-ce que vous partagez son avis par rapport à ça ? Oui et non. Je sais pas. On va aller vers la nuance, vers le oui et non, Clément. C'est compliqué. J'ai envie de te dire oui et non parce que en effet on a quelques certitudes depuis ces quelques matchs de début de saison, notamment le côté défensif où c'est quand même un peu mieux que ce qu'on avait vu en préparation, même si on a quand même pris quelques buts pendant ces matchs-là. Mais après là où je dis non, c'est qu'on n'a pas forcément encore notre équipe type. Il y a encore des joueurs qui rentrent, des joueurs qui sortent. Francis, je pense, va s'installer dans cette équipe-là, mais là c'était son premier match. Le poste d'ailier droit, c'est encore un peu flou. Est-ce que c'est Hidalgo, est-ce que c'est Djouma, est-ce que c'est Donoum, voilà, le piston droit, c'est pareil. Est-ce que ça va être Sidibé, est-ce que ça va être Donoum, on ne sait pas. Donc je reste sur mon oui et non. On est en avance, mais en même temps sur d'autres trucs, il y a quand même beaucoup d'interrogations, je trouve encore. Après c'est normal, hein, c'est le début de saison et on n'avait pas l'équipe au complet dès la première journée, donc c'est normal. Mais voilà, ça travaille et pour l'instant, c'est quand même plutôt rassurant ce qu'on voit, je trouve. Ben, tu avais une petite réaction ? Ouais, juste pour compléter ce que Clément, c'est le trio offensif. Moi, je trouve qu'il est quand même. T'en connais 2, et tu connais toujours pas le 3e, et on a bien vu que Hidalgo a fait ce qu'il a pu, mais tu vois, il n'a pas bousculé la concurrence. Te dis pas, lui, il sera titulaire la semaine prochaine. Ouais, on l'avait plus vu dans un rôle de super sub où il était rentré en fin de match. Là, il a quand même débuté un match. Avec quand même Romain Perrault en face, qui est quand même un défenseur très solide de Rugue de Ligue 1. Où en première mi-temps aussi, on a eu peu de ballons de quart adverse en finale, donc peu d'explosivité. On était souvent seul avec un ou deux offensifs quand on était dans la surface, dans la moitié de terrain lilloise. Donc c'était quand même assez compliqué de se projeter vers l'avant. C'est pas un cadeau pour Hidalgo d'être titulaire sur ce match-là, parce que c'est un match compliqué où, comme on a dit, on n'a pas eu beaucoup de ballons, principalement en première mi-temps. Où, pour nuancer un peu ce qu'on a dit sur le fait qu'on était très en place, moi je trouve qu'en première mi-temps c'était quand même un peu, ça manquait un poil d'ambition dans le jeu. On a un peu trop attendu et quand on avait le ballon, trop d'imprécision technique parce que on essayait de mettre en place ce jeu de transition pour aller très vite devant. Mais c'est un peu comme ce qu'on a pu voir pas mal la saison dernière, c'est que beaucoup d'approximations techniques qui nous cassent nos contres très vite. En première mi-temps, c'était flagrant. Il n'y en a pas beaucoup qui sont allés au bout et on faisait la blague au Danu de quelle couleur est le maillot du gardien parce qu'en première mi-temps, on l'a pas vu, quoi. Donc moi, je nuancerais un peu quand même. En seconde mi-temps, on a passé un cran, on a passé un step sur le niveau jeu offensif. Mais en première mi-temps, je trouve que c'était quand même insuffisant et que... Alors oui, on s'est contenté de bien défendre et on l'a bien fait. Mais c'est vrai qu'on aurait pu... C'était Carles, j'ai l'impression. Ouais, mais tu sentais qu'il y avait de la place. Justement, défensivement, quand tu vois Lille s'approcher de la surface, est-ce que tu as eu peur ou est-ce que... Pas des masses, mais après Lille fait pas non plus son plus grand match de la saison. Oui, mais parce que c'est nous, je pense qu'il est bloquant aussi par la disposition. Offensivement, c'était compliqué quand même. On les a fait déjouer certes, mais eux aussi ont déjoué un peu en essayant de s'obstiner à balancer des grands ballons sur Giroud, qui s'est fait quand même une bonne partie du match mangé par Cresswell, Nicolaisen dans l'axe notamment. Doucement sur Giroud. Mais le jeu de Lille est un peu stéréotypé dans le sens où ils faisaient pas vraiment ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire dédoubler beaucoup sur les pistons et ça marchait pas trop. Donc je nuancerais quand même un peu aussi, même si en effet on les a bien gênés et c'est grâce à nous qu'ils font aussi pas un bon match. Ben. Oui, juste une seconde, ce qui a pu t'aider aussi à être un peu meilleur offensivement, c'est la sortie d'Alessandro sur blessure. Oui. Parce que c'est quand même leur pilier. Bon, c'était Bafo et lui les deux piliers, donc l'un est parti. Et je pense que tu fais rentrer Mbemba qui est au placard depuis 1 an et demi. Je pense que mine de rien, il y a Mbemba Ali, il a fait c'est lui qui donne le cadeau à Magri. Je suis pas sur le but, mais sur l'autre occasion. Et juste que je pense que Alessandro a aussi fait mal à la défense lilloise. Fred. Ouais, pour revenir vite fait sur en avance ou pas en avance, il y a quand même des points où on est en avance par rapport à l'année dernière, à la même période. Déjà, tu as l'entraîneur qui a son système depuis beaucoup de mois maintenant, et donc il semble avoir les idées très claires sur ça. Derrière, tu as quand même des gens qui sont là depuis 1 an, qui ont fait une saison donc entière en Ligue 1. Mackenzie, Cresswell, Sidibé, il connaît.
Donc ça aide au départ. Il y a Caceres aussi, Magri. Donc tu as quand même une majorité de joueurs qui connaît le système, qui connaît la Ligue 1. Par rapport à il y a un an, quoi, on est en avance à ce niveau-là, quoi. Après, c'est sûr, il y a encore des zones où c'est qu'il faut travailler. Ouais, devant, ça manque. Devant, ça se cherche. Parce que les ballons n'arrivent pas comme il faut, quoi. Il n'y a pas 36. On le voit, comme a dit Clément. Dès qu'il y a une transition rapide à jouer, mais qui demande un zeste de technique pour aller vite, et puis vite éliminer un adversaire, c'est compliqué parce que tu as une touche de balle en trop, ou tu as un dribble qui finit en touche, ou tu as la dernière passe qui n'arrive pas dans le bon timing. Ça reste assez compliqué, et devant, il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Vincent, des réactions sur les réseaux. Un petit tour des réseaux avant de peut-être passer sur l'individualité et avancer sur le coach et l'arbitrage, parce qu'il te faut un quart d'heure pour l'arbitrage, Clément, j'ai pas oublié. Léa nous dit erreur de jeunesse, faut pas attaquer à la 97e minute. Pour Pichou, ça n'affecte rien, on joue pas le même championnat et on peut gagner, et les bons résultats contre Nice et Brest te permettent de jouer un peu. Sur la fin, on attaque, c'est ralent parce que là on perd, mais cet état d'esprit nous a permis de gagner à Nice et de voir un beau match contre Paris. L'arbitrage, sauf sur pénalty et rouge, est assez médiocre et étrange, je n'ai pas tout compris. Disco Chinuts qui nous dit solide à 11, et au final ce n'est pas notre championnat, donc prendre des points aurait été une surperformance. Sur la fin, on attaque, c'est ralent parce que là on perd. Pardon, je viens de lire mes commentaires, excusez-moi. Il dit que le scénario est cruel, manque d'expérience en fin de match, il pose la question. Pierrick sur YouTube qui souligne aussi l'implication des joueurs de l'équipe, donc c'est assez encourageant. Et Camille qui nous dit c'est être frustré en perdant à Lille, c'est qu'on les a gênés, donc c'est bon pour la suite. On a une équipe chiante à jouer et à regarder. Le banc a clairement fait la différence sur ce match. Lucas, pour terminer, il a manqué de justesse dans les passes plus que sur d'autres matchs. Et Julien, pour terminer, on aurait clairement pu repartir avec au moins un point, donc maintenant c'est dommage. Maintenant il faut faire le job avec nos vrais adversaires. Le point noir de cette rencontre, c'est qu'on n'a pas fait le break avant, alors qu'on a eu deux grosses occasions. Allez, une occasion et demie, notamment celle de Dodo, je pense, qui aurait mérité un meilleur sort. On va pas s'attarder dessus parce qu'on a d'autres sujets un peu plus houleux. Les autres points noirs, ça va être le coaching qui n'a pas apporté grand-chose, et surtout l'arbitrage avec ce fameux carton rouge de Vossa. Je vais me tourner vers toi, Clément. Il y avait juste un petit point dont on n'a pas trop parlé, que j'aurais voulu vite fait développer avant si on a le temps. Oui. Parce que l'arbitrage, vous en faites des caisses, mais en vrai, je vais pas en avoir pour longtemps. Oui, c'était gratuit. Non, moi, c'est la gestion du match et la gestion des dernières minutes. Ouais. C'est pas normal que dans les dernières secondes, on se retrouve avec deux de nos défenseurs centraux qui montent, balle au pied. On voit qu'il y a des espaces, mais c'est le genre de match où tu es à 10 contre 11 depuis déjà 10 minutes. Tu tiens un match nul qui est quasi miraculeux. Tu dois fermer boutique. Et je sais pas si c'est le problème du coach, si c'est le problème des joueurs eux-mêmes qui ont pris l'initiative d'eux. Mais c'est pas normal qu'on se retrouve à se faire prendre dans le dos comme ça. Et après, en plus, tu as tes deux entrants qui, sur le but, sont pas irréprochables. Je parle de Sidibé et Kabanzi. Mais bon, ils doivent combler aussi les trous laissés par les autres. Mais vraiment, la perte de... Alors, j'ai suffisamment tressé des lauriers à Mackenzie pour aussi le dire quand il a fait quelque chose qui est moins bon. Mais ça montait à ce moment-là du match. Ça montait balle au pied, perte de balle, et il revient en trottinant. À ce moment-là du match, avec Lille qui donne tout pour gagner parce qu'ils sont à 11 contre 10, t'as pas le droit, quoi. Et pour moi, c'est des torts partagés entre les joueurs et le coach. Le coach doit envoyer un message très clair qui est ça. On arrête, on termine tout. Comme ce qu'on a fait en première mi-temps, c'est-à-dire on a été très sérieux défensivement. De le faire, et là, quand tu sais qu'en plus de ça, tu as une infériorité numérique, et c'était aussi mon point, et j'étais quand même frustré de me dire, tu as été sérieux pendant 98 minutes, tu sais que tu as la dernière minute où il faut vraiment rester en place, que le nul est quand même de base inespéré d'aller chercher à Lille, et de voir en fait qu'en plus c'est un schéma sur le but qu'on a vu en première mi-temps, c'est-à-dire le centre à retrait au second poteau, où il y a le joueur qui est seul. Et ça, on l'a déjà fait en première mi-temps, et de voir qu'on prend ce but-là
à ce moment-là du match, avec une montée d'un défenseur sur un schéma qu'on avait déjà eu, forcément, c'est là où je te rejoins, c'est quand même une frustration de se dire, voilà, on était à ça de pouvoir d'un exploit et d'un nul, quoi. C'est un peu les défauts de nos qualités, c'est qu'on a une équipe très jeune et du coup, c'est typiquement le genre d'erreur que fait une équipe jeune, quoi. Et après, ça rejoint un peu le débat qu'on a eu vendredi quand on a parlé. J'ai pas écouté, je sais pas. Être ambitieux ou pas. Cette dernière action, en fait, quand tu l'analyses là aujourd'hui, tu te dis il y a un coup à jouer. Alors voilà, donc après c'est l'état d'esprit des joueurs ou peut-être qu'il y a une nouvelle, peut-être qu'ils se sentent ambitieux, quoi qu'en fait maintenant peut-être que l'entraîneur leur dit jouer des coups. Bon là ça va pas, mais c'est vrai que le coup dès le départ, le coup il était à faire, quoi, en fait. Sauf que t'es pas encore une grande équipe qui va aller au bout et qui va te planter comme le fait Liverpool quand il se déplace à Bolton, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, c'était à jouer. Donc aujourd'hui on les blâme, quoi, parce que derrière t'es sanctionné cash. Mais oui, après si Mackenzie se retrouve dans la surface et qu'il va te mettre le but victorieux, forcément on n'a pas le même discours. Mais... En fait, moi c'est que je vois pas l'utilité. Je vois pas trop l'utilité parce que tu l'as déjà fait ton braquage un partout en soi, vu la domination lilloise, c'est déjà un braquage. Donc arrête les frais là et on ferme boutique, quoi. J'ai une question sur la dernière, parce que moi encore une fois je vais les résumer sur la dernière action. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est une vraie question. Parce que j'ai l'impression qu'on est 8 dans la surface et que c'est juste se parler et voir que Papy est tout seul au second. Et l'alignement, pareil, le même schéma. Ah, tu veux dire sur le niveau défensif, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je pensais que tu parlais de la perte de balle. Non, c'est vraiment sur le niveau défensif. On est 6 dans la surface et non, ça ne regarde pas. Parce que tout le monde est aspiré par le ballon et personne ne regarde dans son dos. Le seul qui bouge, on dirait, c'est Rest. Qui a un mouvement, qui essaie de faire des trucs. Par exemple, tu vois, il arrive la même action, donc à la maison au Stadium. Il y a 1-1 contre le tu râles pas, tu râles pas. Voilà. Bien sûr. Et tu perds 2-1 sur un truc comme ça, bon. C'est le football, après, tu as le droit d'être face. C'est pas facile, hein, je trouve. Vincent ? Ouais, juste un commentaire de Alain du 31-31 sur YouTube. Prendre un but par Mbappé, ça peut nous arriver qu'à nous. Ça m'a fait penser à la bicyclette de Moumbagna contre l'OM au Stadio. Son seul but de la saison, peut-être, comme disait c'est son Camille. but de carrière. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. En Ligue 1, ouais. Je crois qu'il est marqué en Coupe de France. Son premier et dernier but de la saison. On l'a compris. Hein. On va enchaîner sur un petit débat, houleux. L'arbitrage qui a été un sujet qui a fait pas mal parler sur ce match-là. Donc on a Alexis Vossa qui prend un carton à la 72e. Non, 80. À la 80. Ouais, il rentre 72. Ah oui, il rentre 72, il prend un carton à la 80e. Non, pardon, il sort 72. Donc Clément, toi tu avais un coup de gueule, mais sur l'arbitrage en général sur ce match et de manière. Moi, c'est l'histoire de ma vie, c'est que à chaud, je suis extrêmement de mauvaise foi et après je me calme. Donc en effet, je me suis un peu calmé, mais on est loin du scandale, on est loin du vol, tout ce que vous voulez. Juste, je trouve que ça manque de pédagogie et je trouve que c'est pas dans l'esprit du jeu. Je trouve que c'est un peu abusé ce carton rouge. Moi, ça me paraît vraiment sévère parce que en fait, les deux joueurs ne peuvent pas s'éviter et Vossa ne peut pas poser son pied ailleurs que là où il pose. Alors c'est malheureux, je te l'accorde, mais un jaune orangé avec un gros sermon, me paraissait pas déconnant. Alors après, le problème en fait, c'est l'image arrêtée. L'image arrêtée, c'est rouge tous les jours, évidemment. Mais en fait, entre ça, il y a une action. Et l'action, c'est pas un geste violent. Le geste n'est pas maîtrisé, je te l'accorde, mais c'est une erreur des deux joueurs. Hein. C'est un jeune qui a 17 balais. Qui se jette et qui arrive sur le ballon aussi. T'as un joueur qui se jette dans tes pieds alors que t'es en reprise d'appui. Ton pied, tu dois le poser quelque part. Enfin, en fait, pour moi, physiquement, il ne peut pas l'éviter. Il ne peut pas ne pas lui marcher dessus. Surtout qu'il glisse en plus sur le. Pour reprendre la loi Frappard. Il glisse un peu moins que Rouault quand même, mais. En fait, moi, je trouve que ce carton rouge est un peu cruel et que c'est pas une action méchante, c'est pas une action violente. André se relève 2 minutes après, seulement il a fait ses 3 minutes au sol à se rouler par terre, on le connaît. Mais si tu appliques ça et que tu vas voir la VAR en plus, tu ne peux pas ne pas mettre rouge. Mais pour moi, le problème, c'est de rappeler la VAR pour ça. Et quand tu vois ce qui s'est passé dans d'autres matchs du week-end, vraiment, ça pose question, je trouve. Parce que comment Vossa peut prendre rouge et pas Rouault sur le match contre Lyon? Ouais, mais justement pour moi c'est l'inverse. C'est Rouault qui doit prendre rouge tous les jours. Et que la jurisprudence c'est que Vossa il y a rouge et il doit avoir rouge pour tous les autres. En fait, pas l'inverse. Le problème de la Ligue 1, c'est qu'il n'y a aucune décision qui est cohérente.
Donc en fait, tu te dis, Vossa prend rouge. Tu vois le rouge du Marseillais, du Lorientais, là où moi j'aurais pas mis rouge. Bon, ok, il y a rouge, donc du coup tu flingues complètement le match. C'est Riolo qui était dans l'after. Il y a beaucoup de cartons rouges cette année en Ligue 1. C'est pas nouveau, l'an dernier aussi. Ouais, mais j'avais pas. Là, franchement, en fait, t'as des actions qui se ressemblent, bon, pas totalement, mais un gros pied haut qui peut. Et d'un côté, oui, d'un côté, non. Après, il y a un gros problème, c'est sûr, dans le foot, c'est avec la VAR, c'est l'image arrêtée. Ouais. C'est en fait, quand tu vois le geste, c'est pas la même chose que arrêter, t'as l'impression qu'il lui matraque le mollet. Ouais. Alors, mais voilà, après, le problème, c'est que soit tu mets rouge là et tu le mets aussi à Rouault, qui est un geste dangereux, et à Morton, qui est un geste, je pense, complètement. Tu vois, pour moi, sur Morton, il n'y a pas rouge, par exemple. Mais c'est trop dangereux comme geste. C'est pas dangereux, c'est un croche-patte. Ouais, mais en fait, le geste est méchant et stupide, mais il est pas dangereux. Et pour moi, un carton rouge, pour moi, c'est ça, c'est un geste dangereux. Ah, mais il peut le péter en deux sur le geste. Il lui fait un croche-patte. On en a tous fait dans la cour de récré du collège. Après, j'ai pas eu l'action, mais il y a aussi le côté quand tu as atteinte à l'intégrité physique, quoi. Si tu fais un geste qui peut être dangereux, moi je me rappelle, peut-être Mbengue qui avait pris un rouge au stadium, je crois, il n'avait pas touché le joueur, mais le geste était tellement violent que s'il avait touché, il a envoyé l'hôpital. Mais là, tu vois, par exemple, pour parler de l'exemple de Morton, le geste est absolument pas violent. Il est débile, il est stupide, c'est de l'anti-jeu, tout ce que tu veux. Mais il fait un mini croche-patte au joueur rennais qui ne tombe même pas et qui continue sa course. Enfin, tu vois. Comme mettre un rouge là. Au stadium qui arrivait. En fait, mettre la même sanction pour ce geste-là que pour le geste de Vossa, par exemple. Je trouve que c'est étrange et à mon avis, dans n'importe quel championnat autre que la Ligue 1, c'est pas rouge. Ça. En fait, l'action Vossa-André. Elle se déroule mal, quoi, en fait. Fait mal. Ils s'engagent les deux. Il y en a un qui s'engage avant, qui a 17 ans. Il y en a un autre qui s'engage 2 secondes juste après. Je pense que dans sa tête, il veut juste récupérer une faute. Sauf que ça se déroule mal. Vossa glisse, l'autre aussi. Et Vossa, en fait, il se retire pas, quoi. Enfin, il va, il a raison. Il ne pas, en fait. Et il met le crampon sur sa cuisse, quoi. Et comme dit Ben, les images au ralenti, tu vois la semelle qui vient s'appuyer, qui vient labourer la cuisse, quoi. Et voilà. Et là, ça. C'est ce que je vous disais avant l'émission quand j'ai vu l'action. Pour moi, c'était rouge dans tous les cas, quel que soit le joueur. C'est-à-dire que si c'est Vossa qui met le pied sur le ballon juste avant, vu comment il lance André, il prend rouge aussi parce qu'il embarque la cheville. Donc je pense vraiment que c'est une action qui a été condamnée d'avance, quoi qu'il se passait. Par contre, moi ce que j'ai bien aimé sur le carton rouge, c'est tout le monde vient voir Vossa, tout le monde lui dit ok, c'est pas grave. Et ça, moi j'aime bien ce côté. C'est un gamin, il a 17 ans, il a fait une erreur. Et tu sais, tout le monde vient se rassemble, dit ok, c'est pas grave, ça arrive, t'es jeune, t'apprends. Moi j'aime bien ça plutôt que des mecs qui le regardent en mode petit jeune, t'es con, tu nous flingues le match. Quoi. Ça, j'aime bien ce côté. Et du coup, juste pour terminer en une phrase sur ce que je voulais dire en gros sur l'arbitrage, c'est que je trouve qu'en Ligue 1, l'arbitrage a un poids trop important sur les matchs et change trop souvent le résultat des matchs. Et selon que t'es une petite équipe ou une grosse équipe, on le voit souvent. C'est quand la dernière fois qu'on a eu une décision de la VAR qui nous a pas été défavorable. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne malheureusement. Mais on pourrait en parler des heures. On va juste 10 secondes. Après tu peux même dire Clément, la VAR c'est l'acteur principal de ce match, quoi. Parce que le péno sur Nicolas Hyssen, c'est suite à la VAR. Pour le coup celui-là s'il est pas sifflé, c'est un scandale. Mais si on pourrait en parler pendant des heures avant de basculer sur les individualités et les top flops. Juste un mot sur le coaching de Carles. On a vu que sur la différence de banc entre les deux équipes, où tes 3 joueurs côté lillois sont décisifs, 4 même. Tu as Bentaleb qui met le penalty, tu as Sarawi qui fait la passe en retrait, tu as Mbappé buteur. Donc 3. De notre côté, on voit que ça a été un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous avez est-ce qu'il avait autre chose à faire, Carles, ou est-ce il a fait ce qu'il avait à faire. Il y a 2 entrants qui sortent. Il y en a un qui sort sur blessure, Messali, et un qui sort sur un rouge. Voilà. Donc on vient d'en parler. Donc déjà, tu as 2 entrants qui ont joué 10 minutes, 10-15 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc ça te fout ton plan en l'air, quoi. Et en face, tu as un banc de qualité. Clément ? Moi, je trouve que dans notre système, à ce moment-là du match et contre cet adversaire-là, faire rentrer Vossa, je pense que c'est une erreur. C'est un jeune, 17 balais, lui donner les clés du camion, entre guillemets, avec lui, Caceres au milieu, contre une équipe qui va essayer de remonter, qui est à domicile, qui est un des cadors du championnat. Je pense qu'il y avait autre chose à faire en termes de changement. Il est peut-être récompensé de son entrée face au PSG aussi. Ouais, après, peut-être que Francis aussi avait pas 4 minutes dans les jambes. Oui, mais faire rentrer Sauer. Justement. Faire rentrer Sauer.
En parlant de Francis, on va basculer sur les individualités. C'est un joueur qui a cristallisé un peu les débats sur la publication X qu'on a fait. À la fois peu en vue selon certains, mais qui a des stats intéressantes, c'est-à-dire 77% de passes réussies, 8 duels gagnés sur 11. C'est-à-dire que c'est là où côté Lillois, par exemple, André et Bouhaddi en ont joué autant, mais en ont perdu davantage. Donc il a quand même gagné pas mal de duels. Qu'est-ce que vous retenez tout simplement de sa première apparition sous le maillot violet de notre cher Francis? Je trouve qu'il permettrait au futur à Caceres de jouer plus haut et de pouvoir se décharger de tout ce boulot, parce que Caceres il fait 3 postes en 1. Je sais pas comment il est encore en vie. Et là, on voit bien que Francis il est vraiment pur 6, Caceres a pu se projeter un peu plus. Alors bon, après c'est Lille, donc moi j'attends contre Auxerre, parce que je sais pas comment on va jouer Auxerre, mais ce sera bien moins technique. Je sens qu'Auxerre a perdu 3-4, mais ça vous en parlez vendredi. Que Lille, donc normalement tu devrais pouvoir avoir Caceres plus haut, se projeter, venir aider, et pas avoir notre pauvre Francky seul avec 20 mètres autour de lui sans coéquipier, quoi. Francky d'ailleurs qui continue sur sa lancée avec son but. But de renard. But de renard, mais but de toujours en mouvement. Et la tentative de lob aussi. Enfin, on va revenir après sur Francis, mais qui est synonyme aussi d'un mec en confiance. Un mec qui a pas la confiance, il la tente pas. Vraiment pas loin quand même. Non, il fait ce qu'il faut faire après. On a tous vu dedans, on a nu, je pense. Mais sur Francis, moi je suis très satisfait de cette première. Je trouve qu'on a eu l'impression d'un mec qui disputait pas son premier match. Il avait l'air à l'aise, il avait l'air en symbiose avec ses coéquipiers. Je pense que la paire avec Caceres peut être complémentaire et peut être peut-être un peu dans la même dynamique entre guillemets que la paire Siro-Caceres. Des joueurs qui se complètent, des joueurs qui se libèrent l'un l'autre. Et vraiment très très bonne première pour Francis, et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai très envie de le revoir. Ouais. Ça m'a fait bien meilleure impression que Sauer. Après, je suis surpris au départ de le voir titulaire, mais il a fait quand même, il a fait son match. On voit que ça peut être un joueur effectivement haut du panier en termes de recrues. Donc on espère justement que plus il va prendre de rythme et plus. Puis je pense en Ligue 1, c'est un mec costaud dans les duels, etc. Ça peut faire le taf. Ça serait un titulaire indiscutable, ouais. Il n'a pas de concurrence, donc en soi, ça se voit qu'il a du vécu dans un championnat européen. Parce que la Belgique, ça reste quand même, c'est pas un top championnat, mais ça reste un championnat solide quand même, avec de très très bons joueurs qui ont le même niveau que la Ligue 1. Donc on voit qu'il a 100 matchs déjà avec le Cercle de Bruges. Il va monter crescendo, quoi. Après, l'associé à Caceres, moi je trouve que c'est quand même 2 joueurs qui ont le même profil, quoi. C'est 2 batailleurs au milieu. Je sais pas, il faudra voir après dans l'organisation ce que ça va donner, quoi. Alors sur des matchs à l'extérieur contre Lille, oui, tu as besoin de joueurs comme ça. Mais après, quand il faudra faire un peu plus de jeu à la maison, quoi, je sais pas, à voir. On va pouvoir continuer à parler des individualités. On va basculer sur les top flops. Messieurs, tout simplement, qu'est-ce que vous retenez en positif en termes d'individualité sur ce match-là, hormis peut-être Francis? Est-ce qu'il y a d'autres? Charlie, toujours. Charlie, il est sur le but, mais pas que. Parce que avoir Giroud au duel, c'est pas facile. Enfin, vous savez tout ce que je pense de Giroud. Ah bon? Merci pour 2012. Mais Giroud, gros client, donc je trouve qu'il fait plutôt un bon match. Il est décisif parce que c'est lui qui met quand même cette magnifique tête, parce qu'elle est pas facile. Il est au duel, il a autonome, quoi. Cresswell encore une fois, et comme toujours au top. Profitez-en jusqu'en janvier. Mention honorable, on l'a dit, pour Caceres, qui fait quand même relativement son match. Mention honorable pour Francis également. Et j'ai bien aimé, à part quelques fois où il m'a énervé, Aaron Donum. C'est parce que Donum il a joué piston et pas ailier. Ouais. Et je crois qu'il s'est mis un petit pari, il a arrêté les ronds-points, maintenant c'est les petits ponts. Il en a fait un point quand même. Il en fait un à l'angle de ta surface. Si lui il passe pas, tu te dis mais qu'est-ce que tu... Il nous a fait le rond-point de la surface quand même. On s'est dit putain, pas là. C'était le moment, il fallait pas le faire là. Même sur son occasion là. Ah oui, c'est ça, ouais. Il fait un rond-point quand même. Oui, c'est vrai, ouais. Franchement, ça faisait longtemps qu'il nous en avait pas fait un. Mais il fait des bons matchs, je trouve. Il fait des matchs très honorables depuis le début de la saison. Ah, puis il fait les efforts. Piston, il a quand même fait beaucoup de replis défensifs. Il est obligé après. Mais oui, en fait, il a confirmé encore une fois qu'il est bien meilleur piston. Ouais. Toi, Fred, est-ce que tu as une tendance qui se dégage sur tes top flops? Non, oui, Cresswell, qui s'affirme. Donc avec Giroud, très beau duel. Ils se sont rendus coup pour coup, je veux dire. Une fois moi, une fois toi, une fois moi, une fois toi. Donc il ne s'est pas désuni. Giroud n'a pas marqué.
Voilà, donc mission accomplie. Alors qu'on attendait tous un but de Giroud. Non, après Caceres fait le match qu'on attend de lui, match habituel, quoi. Et des flops. En 10 secondes. Bon, allez, Hidalgo, parce qu'on attendait un petit peu plus peut-être de lui. On est complet, messieurs? On a fait le tour sur ce match? Ouais, dernière mention honorable pour Nicolas Hyssen. Pour un mec qui vient de revenir, parfait. ça va. C'est une touche de positif pour finir cette émission. Déjà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle, ce vendredi, on sera en live, mais pas en radio, donc en streaming vidéo et bien entendu en replay. Un grand merci Nathan pour la co-animation et la gestion des débats. Merci à Fredo à la technique. Merci Clément pour ce magnifique journal de prêté et ton assistance aussi technique. Merci Ben pour ta présence sublime qui enjolive nos vies. Je sais pas quoi dire. Passez une très très bonne soirée. On se retrouve jamais été aussi vendredi. gentil avec Ben. Mais il va se quelque chose qui se passe. Ciao, ciao. J'ai peur de la dire. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée, ciao.